Ladies and gentlemen, and welcome to the final press conference following the March European Council. Without further ado, I first invite the President of the European Council, Donald Tusk, to take the floor. Please, sir. Thank you, Preben, Jean-Claude. Good afternoon. Today, leaders discussed how to best prepare the EU for increasing global economic competition. This means strengthening the European single market and industrial base, which is key for job creation. We also agreed on the need for an open and assertive trade policy. In this context, the European Council called to resume the discussion on the public procurement instrument. We want to reinforce European capacity to deal with technology, theft and cybersecurity threats, and we look forward to the Commission's recommendation on the security of 5G networks. We also discussed the priorities for next month's summit with China. Our aim is to focus on achieving a balanced relation which ensures fair competition and equal market access. In this context, we hope to persuade China to include industrial subsidies as a crucial element of the WTO reform. Additionally, leaders were univocal in their determination to tackle climate change with urgency and ambition. Our ministers will intensify work on the EU's climate strategy to implement the goals set down by the Paris Agreement. We will come back to this issue in June. As regards Brexit, the European Council formalised last night's decisions by the EU 27 and the UK to delay the cleavage and allow for an extension. Personally, I am really happy about this development. As I said yesterday, it means that until the 12th of April, anything is possible. A deal, a long extension, if the UK decided to rethink its strategy, or revoking Article 50, which is a prerogative of the UK government. The fate of Brexit is in the hands of our British friends. We are, as the EU, we are prepared for the worst, but hope for the best. As you know, hope dies last. Thank you. Thank you. And now President Juncker of the European Commission. Oui, Monsieur le Président, mes chers amis, nous n'avons pas seulement parlé du Royaume-Uni, mais aussi de la Chine. Je dois dire que le débat sur la Chine était autrement plus facile que le débat sur le Royaume-Uni. Non pas que la Chine voudrait joindre l'Union européenne, mais parce que la Chine ne nous quitte pas. Mais nous avons avec la Chine des relations, oui, bonnes, mais qui ne sont pas excellentes. La Chine, aujourd'hui, pour nous, est un concurrent, un partenaire, un rival. Et donc, il faut s'ajouter à cette nouvelle donne de la vie internationale. Il y a, pour ce qui est du commerce entre la Chine et l'Europe, une asymétrie. Et les asymétries créent des déséquilibres. Et on ne peut pas construire quelque chose de stable sur la base de déséquilibres qui persistent. Nous manquons de la nécessaire réciprocité dans nos échanges commerciaux. Et la concurrence qu'il y a entre la Chine et l'Europe ne se fait pas sur un pied d'égalité. Raison pour laquelle nous voudrions pouvoir conclure avec la Chine un accord sur les investissements. Accord sur les investissements dont nous discutons depuis un certain moment, dont j'ai discuté cette semaine, je crois, avec le ministre des Affaires étrangères chinoises et que je discuterai mardi matin à Paris, où le président Macron a convoqué une réunion entre le président chinois, lui-même, la chancelière Merkel, probablement le secrétaire général de l'ONU et le président de la Commission, ce qui nous donnera l'occasion de faire comme un galop d'essai pour nous mettre en forme pour le sommet du 8 avril entre la République populaire de Chine et nous-mêmes. Les marchés chinois
sont insuffisamment ouverts aux produits européens. Les marchés publics chinois nous laissent largement exclus, alors qu'il serait important que, comme la Chine peut participer au marché public en Europe, nous puissions faire de même en Chine. Ce n'est pas une petite chose. Les marchés publics européens se montent un montant de 2 400 milliards. Et ces 2 400 milliards sont intégralement ou presque accessibles aux entreprises étrangères. Alors qu'il faut à la vérité de dire que sur les 8 000 milliards d'euros que représentent sur un plan global les marchés publics, l'Europe n'en bénéficie qu'à hauteur de 10 milliards d'euros, donc il y a du travail à faire. Raison pour laquelle la Commission en 2016, après une première proposition en 2012, avait proposé un instrument international sur les marchés publics dont j'ai entretenu les chefs d'État et de gouvernement ce matin. J'accorde aussi une grande importance au nouveau cadre pour le filtrage des investissements étrangers. Investment screening en français, c'est un instrument important qui fera de l'Europe non plus une économie offerte, mais bien sûr une économie ouverte qui exige de ses partenaires de connaître les mêmes règles et les mêmes principes lorsque nous nous présentons sur d'autres marchés que trouvent sur leur chemin ceux qui se présentent sur nos marchés. Si nous avions déjà eu ce mécanisme de screening qui entre en vigueur, je crois, le 1er avril de cette année, ce mécanisme nous aurait permis de couvrir 83% des investissements directs étrangers chinois qui ont eu lieu en 2018. C'est donc un enjeu de taille. Je vois que vous êtes impressionnés, mais ce moment passera vite. Okay, thank you. I open the floor for questions. I think Christian was the first. Please, sir. Oui, bonjour, Christian Spielmann de l'AFP. Vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité sur la 5G. Vous allez rencontrer les Chinois il y a pas dans quelques temps. Je voudrais savoir s'il faut bannir le groupe Huawei des marchés de la télécom et de la 5G en Europe, ou si vous n'avez pas du tout les mêmes visions que les États-Unis et l'OTAN. Et si vous me permettez une deuxième petite question annexe. Est-ce que c'est sérieux de parler de désinformation comme ça sur la fin d'un sommet alors que le sujet est très très important? Est-ce que c'est pas un peu regrettable d'avoir eu aussi peu de temps pour parler d'un sujet qui intéresse tous les Européens? Merci. Mon cher ami, fait partie de la désinformation permanente, la rumeur que vous répandez qui consiste à dire qu'on parle de la désinformation in fine d'une réunion alors que vous savez pertinemment que ces décisions se préparent de longue main. Et donc, il y a eu tout un processus d'élaboration qui a eu lieu au cours des mois écoulés et qui nous a permis de nous mettre rapidement d'accord sur le texte concernant la désinformation. J'ai vu, comme je vous disais, le ministre des Affaires étrangères chinois il y a peu. Curieusement, il n'a pas mentionné le 5G. Et curieusement, je ne le vais pas le mentionner aujourd'hui parce que la Commission prépare une communication qui sera soumise à votre méditation d'ici 15 jours, c'est-à-dire en mars. Thank you. And the next question goes to the gentleman here in the first row, in the middle. Mark. It's always the same, huh? How is that possible? Thank you. Go ahead. No, I have never met him. Yeah. He's unknown in this room. We've met. Gentleman, Mark Stone from Sky News. You seemed, and you still seem, in fact, almost giddy at the result that you came up with last night on Brexit. But essentially, you have simply kicked the can down the road again. Given the pattern that we see from Westminster, are the chances not still just as high of being
on the eve of no deal on the 11th of April. And a second question, if I may. You've celebrated the 25th anniversary of the European Economic Area today. Do you expect you'll celebrate the 26th birthday with the UK present? The road the Cannes has in perspective is a very short one. I think we are not the best address for this question. We were, and we will be also really determined to achieve the best possible deal. But almost everything is now in the hands of the British Parliament and Theresa May's government. But you'd like the UK to be there? I think that you know my position. I am more pro-British than you, I think. Thank you. And the next question goes to the lady on our right, Gabriela. Thank you, Gabriela Baczynska, Reuters. Sorry to be asking you a question about an issue that was not directly on your agenda, but the world doesn't stop when EU summits take place. It's about Golan Heights and US President Donald Trump's declaration that he wants to recognize the sovereignty of Israel over the territory. It looks like it's a statement that would mark a sharp change of policy from the US on this delicate issue and in the middle of a political campaign in Israel. So where does the EU stand, and does it change the EU's position in any way? Thank you. We didn't discuss this today, but because the EU's position is well known and has not changed, this is why it wasn't a topic for our today's discussion. I think that Mrs. Mogherini has issued a statement related to this Golan issue. You can refer to that. That's great. And then a very last question. I think, David, I had you. The gentleman here in the middle. Thanks, David Herzenrun with Politico. I was struck by for both presidents, by your comparison to the discussions about China and the discussions about the UK, both potential partners but also potential rivals in the future. And I wonder if you could talk to us a little about, is the EU tough enough to handle these rivalries, or put another way, does China respect investment screening or naval ships in the South China Sea? It's maybe more for Jean-Claude. I'm mentally not able to treat today equally the UK and China. It's and for me the UK is still a member of our family, not a rival. By the way, I didn't compare China to Britain, but I'm admiring your sense of humor. Thank you. This concludes the press conference. Yeah.